merci mesdames d'être parmi nous. Donc, je me présente, donc, je suis Sabine Vu, donc, présidente et fondatrice de l'association Les Lumidacieuses. À ce titre, depuis février 2021, on parle du sport au féminin. Alors, pourquoi cette thématique du sport au féminin? On s'est rendu compte, alors, en ouvrant un petit peu la boîte de Pandore, comme je dis, que le monde du sport, c'est un petit monde où finalement on retrouve tout ce qui se passe dans la société, en entreprise et dans le monde hors sportif. Et on a dit par cette thématique d'évoquer quelle est la vie d'une femme dans le monde du sport. Et on a démarré par la carrière, la médiatisation, comment casser les stéréotypes. Et là, à ce retour des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, il était intéressant de se dire, mais tout ce qu'on a évoqué était très franco-français, alors comment ça se passe dans le reste du monde? Et donc, c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui d'avoir des femmes qui ont, par leur parcours, eu l'occasion de côtoyer le sujet à l'international. Donc, je pense que là, tout le monde voit mon écran. Oui. Je fais un partage d'écran. Donc, on arrive sur Mentimeter. Voilà, donc je propose de faire un premier tour de table avec nos intervenantes. Donc, je propose à Asia Hamdi. Donc, merci Asia Hamdi d'être avec nous aujourd'hui, de te présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Asia Hamdi. Je suis journaliste spécialisée en sport depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Je travaille en presse écrite. Je suis indépendante et parmi les sujets effectivement auxquels je m'intéresse, il y a la question de la place de la femme dans le sport. C'est un sujet sur lequel je me documente depuis pas mal d'années pour le travail, mais aussi de la documentation personnelle, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et en fait, il se trouve que l'année dernière, fin 2019, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à travailler sur un projet de livre, parce que je voulais un peu faire un ouvrage qui compile un peu, qui parle de l'évolution de la place de la femme dans le sport à travers les différentes problématiques auxquelles elles ont été confrontées tout au long du XXe siècle, mais encore récemment, c'est encore le cas aujourd'hui. Questions comme l'égalité salariale, la question de la maternité, des menstruations, l'accès des femmes à des sports, on va dire, je mets entre guillemets «traditionnellement masculins», donc qui ont été longtemps vus comme des domaines masculins. Je pense par exemple à la boxe, à la course à pied aussi. Et du coup, voilà, j'ai travaillé pendant pratiquement 2 ans sur ce livre, qui est paru du coup, en juin 2021. Voilà, donc c'est des sujets qui m'intéressent et c'est vrai que j'ai eu l'occasion du coup, dans le cadre de ce travail, d'enquête, d'interroger pas mal de sportives, de m'intéresser à la fois à la place de la femme dans le sport en France et à l'étranger, interroger aussi des chercheurs, des entraîneurs, des dirigeants et du coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est bien un combat mondial. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté en tant que journaliste par, les échanges que j'ai pu avoir depuis plusieurs années, mais aussi, dans le cadre de ce livre et on retrouve les mêmes, après les évolutions dépendent des pays, mais globalement, effectivement, je pense que c'est un combat mondial. Merci beaucoup, Asia. Je propose qu'on continue et que Carole Gomez se présente et puis surtout explique ce que c'est l'IRIS, puisqu'elle est directrice recherche sport et géopolitique à l'IRIS. Merci Sabine, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci de l'invitation. Je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Asia et en vous recommandant fortement la lecture de son ouvrage. J'ai mis beaucoup Merci. de temps à le lire, mais je l'ai enfin terminé la semaine dernière et c'était vraiment top. Donc vraiment, et Merci. pour le coup, on peut aussi le lire enfin, je dis pas ça parce qu'elle est là, mais Façon on peut aussi le lire thématique. de façon Ouais. thématique, exactement. Mmh. Et donc, il y a certains sujets qu'on peut aller piocher. Pour le coup, c'est bien fait. Bref, Bon, bref, merci. allez le lire. Du coup, pour me concernant, donc je travaille à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je suis directrice de recherche là-bas. Moi, ma thématique de prédilection, c'est le sport et plus largement la géopolitique du sport.
J'y travaille depuis 2013. Je ne vais pas vous cacher qu'au début, mes travaux étaient essentiellement consacrés sur les grands événements sportifs, notamment réguliers, et avec évidemment une très forte, un très fort intérêt, une très forte demande, surtout sur les sports, enfin sur des compétitions telles que les Jeux olympiques et pas forcément les Jeux paralympiques, sur les Coupes du monde de football masculine et sur les Coupes du monde de football ou de rugby masculine. Et en fait, petit à petit, au regard des rencontres que j'ai pu faire, au regard des recherches que j'ai pu faire, on s'aperçoit qu'il y a peu de choses écrites, rédigées, peu de données sur la question du sport au féminin. Et comme je suis un peu curieuse de nature, bah, ça m'a aussi donné envie d'aller creuser dans ces directions-là et se rendre compte que, alors il n'y avait clairement pas tout à faire, puisqu'il y a un certain nombre d'initiatives qui ont eu lieu, notamment à l'échelle internationale sur le sujet, mais on a un terrain de recherche qui est absolument considérable, un terrain d'enquête qui est considérable, avec énormément de choses à faire remonter, des problématiques, des statistiques, des interrogations qui existent. Et ça a été notamment le cas, enfin, le travail auquel je me suis attelée, notamment à la veille de la Coupe du monde féminine de football 2019, où on a fait un rapport sur les enjeux de la féminisation du football. Et à partir de ce moment-là, c'est une chose que de s'intéresser au sport au féminin, c'est autre chose que de faire des recherches et d'essayer de produire de la donnée, de la matière sur le sujet. Et en fait, on se rend compte qu'il y a peu de choses et que vous allez essayer de trouver, comme vous pouvez, des informations en essayant de pallier les carences des fédérations, les carences des politiques publiques sur un certain nombre de sujets. Donc, je pense que Assia me rejoindra sur ce sujet. Il y a certaines fois, pour arriver à faire remonter des infos, c'est un peu la débrouille. Mais c'est aussi ça qui rend les choses intéressantes. Et pour le coup, moi, c'est ça aussi qui me passionne, c'est le fait que il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, c'est un vrai sujet qui est hyper riche et qui, notamment à travers ce prisme-là, en fait, permet de tirer énormément de fils sur la question de l'économie, sur la question de la société, sur la question de la politique, sur le régime juridique, sur la question du corps. Moi, j'ai un prisme très politique, géopolitique, mais il y a les prismes sociaux, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique, qui sont extrêmement intéressants, pour lesquels je suis profondément incompétente, mais qui sont extrêmement intéressants. Et justement, l'idée, c'est aussi de donner la parole à des personnes qui n'ont pas assez pour partager ce genre d'expérience. Et donc, c'est à ce moment-là où je fais une transition toute trouvée vers Little Miss Soccer, qui permet aussi de mettre en avant la vérité du terrain et des institutions. Top, bravo, super bonne introduction. Merci Carole d'avoir emmené aussi la balle côté Candice et Mélina. Et donc justement, la balle est à vous, mesdames. Qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est Little Miss Soccer, pardon. On est des amoureuses du ballon rond, déjà. On est des amoureuses du sport de façon globale. On aime taper dans le ballon et on s'est amusé avec Mélina à créer un peu quelque part un concept qui n'existe pas finalement. C'était un rendez-vous des femmes et des jeunes filles du monde qu'on a rencontrées sur les 5 continents pour aller raconter un peu leurs histoires et je reprends un peu moi les propos de Carole pour dire c'est compliqué d'aller chercher les données, les datas. Et ces données-là, à base de Google Alert, à base de réseau, des amis de mes amis, les amis de mes amis sont mes amis forcément, donc ils vont nous aider aussi. Et on s'est nous rendu compte d'ailleurs quand on était dans la partie aussi médiatique par rapport à ces données-là que c'est compliqué, hein, les informations, c'est compliqué de commenter des matchs de foot joués par les femmes parce que finalement on a moins de données que pour les garçons. Donc nous on est simplement enfin moi je suis une jeune femme qui toujours jeune d'ailleurs qui est partie qui s'amuse et qui j'allais dire trace un peu la route du sport et du foot dans différents endroits, c'est-à-dire que j'ai joué. J'ai été un petit peu dans les médias aussi en tant que consultante foot.
J'ai été à la Ligue de foot amateur dans les institutions. Je me balade maintenant dans un club à travers la Fondation Paris Saint-Germain. Et donc, dans l'association Little Miss Soccer, je me suis aussi amusée à tracer la route aussi du foot, mais des femmes qui ont qui ont des histoires à raconter et qui font des actions, et qui font, en fait, qui sont dans l'action. Donc, on est un peu, enfin, moi, je suis un peu là-dedans. Mélina, envie de se présenter aussi, de compléter? Oui, tout a été un petit peu dit, mais par rapport à ce que disait... alors moi, je suis comme Assia, je suis journaliste indépendante. Je ne l'étais pas au moment de concevoir Little Miss Soccer avec Candice, puisque j'étais à l'époque journaliste à la rédaction d'Eurosport, qui avait eu la très très bonne idée de lancer une émission qui s'appelait Femmes de foot, qui était une émission hebdomadaire et qui rendait compte de l'actualité de la D1 féminine et de l'équipe de France, puisque c'était c'était pendant l'année 2015, donc une année de Coupe du Monde. Et donc, j'ai eu la joie de faire partie de cette petite équipe, famille, on va dire, à l'initiative d'un Canal Football Club féminin. Et le premier déclic, il ne faut pas se mentir, quant à Little Miss Soccer et à sa création, c'est qu'à l'issue de cette Coupe du Monde 2015 qui avait lieu au Canada, qui voit les Américaines être sacrées devant les Japonaises, on a vécu un moment de fou, parce que déjà, même si c'était au Canada, il y a eu énormément, ça a été une Coupe du Monde effervescente du point de vue des spectateurs dans les stades et de l'émulation médiatique, etc. Donc c'était quand même un moment fort. Et la direction d'Eurosport décide à la fin de cette Coupe du Monde, même le soir de la finale, nous dit voilà, c'était le dernier Femmes de foot. Et nous, on est partagés entre l'euphorie du moment qu'on vient de vivre et cette fin décidée comme ça, un petit peu, j'allais dire par-dessus la jambe, même si en interne, voilà, ils savent que la première chose qui saute quand il s'agit de revoir les organigrammes et les grilles de programme, c'est la niche féminine, foot, en l'occurrence, même si on est déjà chanceuse, puisqu'on nous, on traite d'un sport qui est beaucoup plus médiatique que le handball, le judo, le volleyball, le tennis de table ou autre. Mais voilà, donc on saute, et puis avec Candice, on se dit hors de question d'arrêter l'aventure là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un état des lieux. Et c'est là qu'on est devenu un petit peu caution empirique des études que menait notamment Carole Vialiris, puisque pour faire des états des lieux, on s'aperçoit qu'il faut être sur place. Et donc, on a pris une caméra, un ballon, et on est parti voyager et se rendre compte de ce qu'était la pratique féminine, au-delà des chiffres que des institutions telles que la FIFA, l'UEFA voulaient bien donner de temps en temps, comme ça, au gré de leur compétition. Et l'idée, c'était aussi de se réconcilier avec un football qui était le nôtre, à savoir un football près des gens, très populaire, qui certes se joue sur les terrains labellisés FIFA, mais se joue aussi sur des terrains amateurs, et avec des jeunes joueuses comme des aînés, comme voilà, qu'on appellerait les vétéranes, si ce terme existait, mais on n'a pas encore mis au goût du jour. Mais voilà, donc c'était au départ un constat un peu pénible, c'est-à-dire la fin d'une aventure médiatique, mais qu'on a rendue belle, puisqu'on s'est ouvert les portes du monde et de l'opportunité de ces rencontres multiples. Top. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer à revenir sur tous ces sujets par des messages concrets. J'avais un petit message de sororité que je voulais vous partager. Donc, je ne sais pas si justement dans vos voyages en Argentine, vous avez eu l'occasion de croiser Evelina Cabrera. Donc, nous, c'est une femme qu'on a découvert chez les Luminasieuses, puisque tous les vendredis, on met en avant une femme voilà, qui pour nous est lumineuse et audacieuse. Et Evelina Cabrera a cette belle histoire que en Argentine, et je crois que je vous donnerai la parole tout à l'heure, Candice et Mélina, le sport, le foot est quand même un sport masculin. Et donc, ça a été la première, elle a créé une fédération, une association pour accompagner les femmes à pratiquer le football, et elle est devenue aussi entraîneur. Et aujourd'hui,
Elle fait partie de ces femmes qui sont ambassadrices du football. Elle est jury Nike. Elle est actuellement, je ne sais pas si ça a démarré, il y a un gros forum foot, je pense que vous le connaissez, mesdames, qui a démarré ou qui démarre sur novembre. Elle sera présente. Et donc, elle nous avait envoyé un petit message suite au post qu'on lui avait adressé. Je vous le partage. Hola, soy Evelina Cabrera, presidente de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino. Creo que a través de estos últimos años hemos conquistado muchos espacios en cuestiones de género, pero también hoy la pandemia nos pone en última prioridad. Así que creo que es necesario que todas las organizaciones lideradas por mujeres empecemos a unirnos para fortalecer el trabajo que venimos haciendo. La verdad que agradezco tener este espacio para poder comunicar esto y que de alguna manera empecemos a ser partícipe de un nuevo cambio a través de la conexión, la unión y la sororidad entre todas. Muchas gracias. Donc, c'est un message qu'elle a partagé avec l'association, donc les Lumidacieuses, et je suis ravie de vous l'avoir partagé aussi. Je propose qu'on démarre par un petit quiz. Donc, n'hésitez pas, vous qui êtes connectés, à démarrer. Et ça va permettre de lancer la discussion et de vous permettre à chacun d'exprimer ce que vous voulez aussi exprimer dans ce webinaire. Allez-y, rejoignez-nous. On n'est pas nombreux. N'hésitez pas. On ne mord pas. Et c'est anonyme, hein, donc il n'y a pas de problème de nom, de réponse fausse ou bonne, c'est pas du tout le sujet. Donc, il faut se connecter sur www.menti.com. Le code est le 34 24 70 54. Et n'hésitez pas, venez. Et les intervenants, vous avez le droit de jouer, hein, pas que des questions. Vous aurez, je pense, des réponses, mais peut-être pas toutes les réponses. Je propose qu'on démarre. Alors, voilà. Donc, la première question, alors, elle est totalement d'actualité. La Fédération sportive féminine internationale, FSFI, était une ancienne fédération sportive créée le 31 octobre 1921 à Paris par Alice Millat ou le baron Pierre de Coubertin. Donc, qui a fondé cette voilà. Voilà, bravo. Et donc, effectivement, en fait, les 100 ans aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que Carole, tu as envie de partager quelque chose, Asia, Candice, parce que je pense que c'est un sujet qui nous parle, puisque l'émergence du sport féminin qu'on connaît aujourd'hui aussi vient d'Alice Millat. Donc, si une de vous veut prendre la parole. Asia, si tu veux y aller en premier. Attends, par contre, ouvre ton micro. Ouais, voilà. Vous m'entendez? Ouais, nickel. Ouais. Moi, en fait, c'est vrai que ça me tenait à cœur de parler d'Alice Millat dans le bouquin. Et je voulais effectivement, en plus, on est dans une année où on parle beaucoup d'elle parce qu'il y a effectivement ce centenaire, mais en plus, il y a eu cette statue qui a été inaugurée au Comité national olympique sportif français. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans les entretiens que j'ai eus, notamment avec Emmanuel Bonnet-Oulage, qui faisait partie du comité, justement, qui a soutenu la création de la mise en place de cette statue au comité. C'est le fait qu'il y avait encore, j'ai l'impression, des réticences. C'était assez symbolique, notamment ce qui avait été expliqué par le fait qu'il ne fallait pas que la statue d'Alice Millat cache la statue de Pierre de Coubertin, qu'elle ne soit pas aussi grande que celle de Pierre de Coubertin, qu'elle ne soit pas faite de la même matière. Et voilà, c'était assez... ça paraît drôle comme ça, mais ça veut dire tellement de choses, en fait, en 2021, qu'on ait accepté qu'elle ait cette statue, mais que tout n'est pas totalement gagné. Et j'ai trouvé cette... finalement, cette histoire assez révélatrice, et voilà, c'est pas fini, quoi. Même si effectivement c'est une belle manière de la de la mettre à l'honneur, ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Si je peux juste me permettre de rajouter deux petits éléments. Le premier, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant avec la question d'Alice Mia, c'est qu'on se rend compte que si on a été bercé depuis qu'on est tout petit et toute petite par le baron Pierre de Coubertin, si on demande à nos proches, à nos potes, à notre famille, donner des éléments sur Alice Mia, rares sont ceux qui sont capables de pouvoir donner des éléments. Et donc, il y a aussi cette question-là qui rentre en ligne de compte. Et donc, il y a aussi c'est aussi ça moi, qui m'intéresse, c'est que il y a plein de choses que l'on ignore et qu'il est donc important de connaître, de faire connaître, pour savoir, pour comprendre quelle est la situation aujourd'hui. Et du coup, il y a notamment avec l'aide de la Fondation Alice Mia, il y a cette BD-là qui vient d'être publiée, qui est pour le coup vraiment intéressante, puisque il y a à la fois le côté BD, je fais la promo, j'ai rien du tout, j'ai pas de part dans le bouquin, mais je le trouve plutôt bien fait, donc je partage. Du coup, avec à la fois le côté BD, si j'y arrive, et des petites capsules d'explications sur quelle était la relation entre sport et femmes, pourquoi est-ce que c'était contrarié, la relation avec Pierre de Coubertin, etc. Et il y a un vrai... disons que c'est aussi ça qui est intéressant de se repencher, enfin c'est vraiment intéressant de se repencher sur cette histoire-là pour mieux comprendre la situation aujourd'hui et comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on part avec autant de retard. Et j'ai vu qu'il y avait dans le chat une question sur les interdictions qu'il pouvait y avoir dans certaines fédérations. Vous avez cité, je crois, les fédérations anglaises, mais il y a aussi des interdictions dans les fédérations françaises. Donc c'est aussi intéressant de se dire que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Merci. Ce que je propose, c'est donc j'ai trouvé cette infographie assez intéressante sur l'évolution. Alors, je fais exprès de démarrer la discussion par les Jeux Olympiques parce que c'est ce qui est finalement le plus visible par le public. Et donc, justement, par cette infographie qui présente l'évolution de la participation des femmes aux différents Jeux, que ça soit d'été ou d'hiver. Et donc, voilà, je ne sais pas si, justement, Carole, avec tes analyses et tes études, tu as un message à passer, parce qu'au final, quand on voit ça, on a l'impression que la parité est en train d'arriver. Est-ce que c'est le cas réellement dans les pays, en fait, en dessous? Parce qu'on voit les 48,8%, donc on se dit la vie est belle dans le monde entier, mais est-ce que c'est réellement le cas, en fait? Alors, trois éléments. Premier élément, là, vous avez parlé des Jeux Olympiques d'été, où on commence à arriver où logiquement Paris 2024 sera le moment où il y aura une parité exacte, ce qui n'est pas encore complètement le cas avec les Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, il est intéressant de noter que le CIO a bien des égards, n'hésite pas à mettre en avant cette question de parité, mais on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas exactement le cas, puisque les Jeux Olympiques d'hiver ne sont pas encore complètement égalitaires. Et deuxième élément qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est aussi, on parle des Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques, où là, été comme hiver, il y a encore beaucoup de travail à faire. On avait rédigé un rapport à l'IRIS sur la gouvernance du sport qu'on avait publié en mars et qui justement en fait mettait en avant de mémoire pour les Jeux paralympiques d'été et d'hiver, le ratio est de 70-30%. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc il y a déjà cet élément-là. Il y a évidemment des progrès immenses ont été faits clairement depuis, il y a une vraie accélération depuis une vingtaine d'années, heureusement, mais il y a encore du travail à accomplir, premier élément. Deuxième élément, sur la différenciation entre les pays, là, ça va être vraiment quelque chose un travail d'orfèvre qu'il va falloir réaliser pour savoir exactement combien est-ce que de représentants sont présents au sein. Est-ce qu'il y a une femme au sein d'une délégation, ou est-ce qu'au contraire il y a une vraie volonté d'avoir des délégations qui sont à peu près paritaires, même si là aussi, il peut y avoir aussi des justifications de certains pays vont avoir plus de femmes parce qu'il va y avoir une tradition de forte compétition dans certains sports et pas dans d'autres, même si notamment au regard des nouveaux jeux, des nouvelles disciplines au sein des Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a le fait que ce soit des jeux qui est des épreuves des épreuves féminines et des épreuves masculines, ce qui n'est pas forcément le cas auparavant. On s'est beaucoup, on l'a beaucoup rappelé, mais c'est aussi important de le répéter, c'est jusqu'en 2012, la boxe n'était pas autorisée aux Jeux Olympiques. 2012, c'était hier.
la boxe féminine, pardon, pratiquée par des femmes, n'était pas autorisée pareil avec le sabre, qui était une discipline, une des 3 armes de l'escrime, qui a été autorisée en 2004, si ma mémoire est bonne, puisque le sabre était une arme beaucoup trop violente pour les modestes corps que nous étions. Et donc, il y avait une vraie interdiction qui était faite et qui était parfaitement justifiée, alors pas vraiment acceptée, mais là encore, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Merci. Et effectivement, donc sur la donnée paralympique, ça a été compliqué aussi pour moi de trouver. Je sais que, par exemple, là, j'ai eu l'information, parce que je l'ai cherché dans le cadre d'un projet qu'on a avec le Québec, c'est que, par exemple, au Canada, effectivement, en paralympique, dans la délégation canadienne, il y avait 55% de femmes sur les donc 71 femmes et 57 hommes. On représentait le Canada en paralympique. Donc, typiquement, là, ça montre que le Canada a accompagné ses sportives paralympiques à être plus présentes dans ces Jeux. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que cette parité dépend totalement du pays et de l'histoire, malheureusement, du pays et de la manière dont le pays veut accompagner. Je ne sais pas si… Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter qui est quand même Vas-y. intéressant parce que souvent, on se base toujours sur du quantitatif pour observer la santé ou pas des compétitions sportives, en tout cas en termes d'égalité hommes-femmes. Je crois que aussi les nations arrivent à un moment d'expérience sportive qui fait que le ratio de médailles gagnées avec les hommes, il est à peu près, il est presque maximal. Donc les femmes deviennent à nouveau objet de médailles. Alors évidemment, c'est très bien parce qu'elles sont représentées et elles peuvent pratiquer leur sport et à l'endroit de ces événements mondiaux et qui sont très importants. Il faut qu'elles existent là, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir clairement une objectif. En fait, se rendre compte que la femme peut, une femme, une médaille, quoi, et peut gonfler les chiffres un peu chauvin de ce que les pays vont chercher quand, sur la scène géopolitique, parce qu'on n'est pas que sur le sport. Quand on est à des JO, ça a un impact bien au-delà du sport. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête et pas se laisser berner parce qu'on envoie des femmes, ok, les sponsors y vont. Il y a quand même un besoin économique et géopolitique à ce que les femmes existent fortement dans ces compétitions. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la parité. C'est une question dont on a beaucoup parlé là, le fait qu'on va avoir les JO de Paris 2024 où on va être à 50%. J'ai l'impression que c'est un argument qui est hissé comme étant un argument comme quoi tout va bien dans le meilleur des mondes et c'est super. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de tout ce qu'il y a derrière. C'est qu'on est effectivement à une parité chiffrée. Mais comme vous l'avez dit, il y a encore des choses à faire et notamment sur la question des salaires, sur la question de la précarité des sportifs, sur la question de leur médiatisation, du sponsoring et en fait, je pense que faut pas uniquement alors forcément, l'organisation de Paris 2024 va utiliser cet argument pour montrer que tout est fait et on peut pas être contre quand on voit qu'il y a un siècle, on avait 2% de femmes au JO en 1900, forcément, voilà, il y a une progression, ça a été long et on y arrive enfin, mais il ne faut pas non plus que ce soit utilisé comme preuve que tout va bien, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci. Et justement, on va y arriver, puisque quand même, on est censé faire un petit tour du monde. Donc, je propose qu'on continue avec une nouvelle question. Revenez sur Mentimeter. Combien de femmes jouent au football dans le monde? C'est intéressant. En plus, on a 2 femmes qui ont fait le tour. Alors, 2 millions, 10 millions ou plus de 33 millions de femmes? Parce que je crois qu'aujourd'hui, l'a bien dit Mélina et Candice, c'est le sport qui est le plus pratiqué peut-être dans le monde, en tout cas le plus visible. Voilà, effectivement, plus de 33 millions de femmes. Et est-ce que Candice et Mélina, vous voulez en parler, partager ce voyage, cette rencontre avec ces femmes, puisque 33 millions, en plus, c'est un chiffre que j'ai pris chez vous, donc ça veut dire que vous avez eu un terrain de jeu impressionnant pour aller rencontrer des femmes. Donc, est-ce que vous voulez nous citer un exemple, un pays, une anecdote? Vas-y, Mimi, commence.
33 millions, je pense que maintenant, ça a dû bien atteindre, il doit bien avoir 10 millions de plus. C'est un chiffre qui date de 2016 et qu'on avait pris sur un panel, enfin UEFA à l'époque. Donc oui, après, parmi elles, et puis enfin, c'est de toute façon croissant. On le voit rien qu'avec les chiffres en France, post-Coupe du Monde, il y a eu énormément de nouvelles licenciées. Mais nous, ce qui nous a intéressés, c'est d'aller voir aussi les non-licenciés parce que ça commence, enfin, le gros du football, sport populaire et universel, quand même, n'est pas que jouer sur des terrains de foot à 11. Et donc, un souvenir à partager, c'est plus des souvenirs de foot de rue, on va dire. Et on parlait de l'Argentine tout à l'heure avec Evelina Cabrera qui, avec son association, et clairement, nous, on s'était entretenu avec elle une fois à Buenos Aires, a clairement pallié au manquement de la fédération de football argentine quant à l'organisation des championnats, mais même du professionnalisme des clubs qui avaient une section féminine. Donc, elle a mis un petit peu un gros coup de pied dans la fourmilière pour les faire bouger. Et depuis, on voit que ça a bien évolué en Argentine, notamment depuis la Coupe du Monde 2019. Mais en réalité, nous, ce qu'on a observé en Argentine, c'est des matchs comme ça de 5 contre 5, j'allais dire tout azimut, parce que oui, c'était ça, il y avait tous les niveaux, tous les moments de pratique, souvent le soir, puisque c'était une pratique loisir, donc qui se jouait après le travail. L'activité professionnelle. Donc, on a vu, nous, on a été impressionnés de voir sur des cities qui contenaient une trentaine de terrains, un terrain de mecs, un terrain de filles, un terrain de mecs, un terrain de filles, comme ça, qui se partageaient à l'équilibre, donc l'espace. Et c'est vrai que les Argentines ont eu ce déclic qu'après la Coupe du Monde 2014 au Brésil, la Coupe du Monde masculine, donc proche d'elle, donc ce qui veut bien dire qu'il y a quand même un impact du territoire et de la proximité, parce que sinon ça n'existe pas, si on voit pas, on se rend pas compte que c'est possible. Et en fait, elles ont réalisé que c'est possible parce que à côté de la Coupe du Monde masculine et des matchs institutionnels, eh ben, il y a eu des petits sujets qui ont été faits au Brésil et en Amérique latine, à la télé en Amérique latine, sur les filles, dans les favelas, à plein d'endroits du foot de rue. Et les Argentines ont commencé à jouer comme ça, alors qu'avant, elles n'étaient que supportrices du club de leur père, souvent Plata, River Plate ou Boca Juniors, dans le cas de Buenos Aires, puisque c'est le gros classico, le gros derby. Mais voilà, donc elles sont restées longtemps observatrices sans se dire qu'elles pouvaient jouer. Je pense que nous, en France, il y a au moins 10-15 ans d'écart avec la France, quoi. Top, merci. Je propose qu'on reparte sur Menti et un instant. Alors, je pense que vous avez sur vos téléphones accès. Alors attendez, je fais une fausse manip, donc c'est chez moi. C'est chez moi, excusez-moi. Les joies du direct, voilà. C'est chez moi. Donc voilà, je vous partage déjà le premier résultat de nos participants et nos spectateurs. Donc Maverick est le premier, bravo, ou elle, parce qu'on ne sait pas qui est Maverick. Hein, donc félicitations d'avoir répondu rapidement avec de bonnes réponses. Et on continue avec la question suivante, qui sera la dernière. Et j'ai été trop rapide. Et on va rester sur le sport. Alors, on a eu donc cette période de pandémie. Donc, les championnats européens ont été suspendus, comme pour les hommes, les championnats féminins. Par contre, un seul championnat a été maintenu. Alors, est-ce que c'est bien le championnat allemand qui a repris chez les femmes en même temps que chez les hommes, alors que les 4 autres championnats ont été suspendus? Donc ça, effectivement, c'est vrai. Peut-être que vous avez un avis là-dessus, justement, sur cette parité en termes de visibilité. Donc, en contexte de Covid, il a fallu faire des choix. Et je pense que tout à l'heure, Mélilane a partagé avec la médiatisation et son parcours à la télé. Mais aujourd'hui, c'est un bel exemple. C'est que pourquoi les 4 autres pays
n'ont pas lancé le championnat, quoi, n'ont pas relancé le championnat après le Covid, quoi. Si une de vous a envie de partager quelque chose, un commentaire ou pas du tout. C'est un constat et sans analyse de votre part? Non, c'est un constat, mais enfin, moi, j'ai eu une analyse en ce qui concerne la France au moment où ça s'est passé et où c'est vrai que finalement, en ne reprenant pas le championnat féminin, ça a mis énormément de clubs en difficulté, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la manne financière au départ pour, s'ils ne touchent pas de droits, de répercussions de droits de diffusion de matchs, les salaires des joueuses ne peuvent pas être payés. Donc, j'ai eu très peur, et je pense que Carole, on en avait discuté à ce moment-là, on retombe 10 ans en arrière en ce qui concerne la professionnalisation de la pratique féminine du football. Donc, il y a eu le constat et il y a eu la crainte de voir que la fédération se désengageait totalement et les clubs devaient batailler en interne pour réussir à garder le cap salarial, notamment de leurs joueuses, de leur salaire de joueuses. Et je pense que cette crise n'y est pas pour rien dans le fait qu'aujourd'hui, on voit le club de Soyaux qui a plus de 50 ans d'existence et qui est encore le seul bastion 100% féminin du championnat français, se galérer pour rester au haut niveau, alors que Soyaux avait passé ses joueuses pro 1 an avant Covid, donc c'était très récent. Et là, on voit clairement que c'est la dégringolade, quoi. Et qu'existent encore les clubs qui sont forts économiquement, on va dire. Et ça fait aussi, ça soulève aussi le sujet de l'héritage de la Coupe du Monde aussi derrière, en fait. On peut aussi évoquer ce sujet parce que, ok, il y a eu le Covid qui est de toute façon qui a été un frein pour tout le monde, mais on s'aperçoit quand même aussi aujourd'hui que ça questionne sur l'héritage, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé après cette magnifique Coupe du Monde qui a rempli tous les stades? Je suis allée voir l'équipe de France à Créteil jouer dans un stade de 12 500 places. Il y avait 4 800 personnes. Oui, il y a 15 jours. Qu'est-ce qui se passe, en fait, autour de la pratique institutionnelle? Parce que c'est plus ça le sujet, comment elle se structure, comment elle s'est organisée. Ok, il y a eu un frein. Pourquoi l'Allemagne a fait d'autres choix? Et puis pourquoi tous les autres pays aussi finalement passent la troisième, la quatrième? Comment nous, on se situe aussi au niveau européen. Je pense que Carole, tu as aussi beaucoup de choses à dire sur la partie internationale et la structuration de façon globale. Oui, clairement, sur la structuration. Alors là encore, moi j'ai un peu de mal, pour être parfaitement honnête, avec notamment dans le discours qui est fait des institutionnels, de considérer que à cause du Covid, les choses n'ont pas pu avancer. Évidemment que les choses ont été interrompues, mais là encore, on ne peut pas se cacher derrière uniquement cette excuse-là, aussi bonne et aussi fondamentale soit-elle. Hein. Il y a aussi quelque chose de faire vivre cet héritage, le développer et continuer à progresser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut aussi continuer à intervenir, discuter, interpeller, mettre en avant un certain nombre de sujets, parce que sinon on peut tomber dans le travers de ce qu'on a fait était très bien et n'essayons pas d'aller chercher plus loin. Et comme ça a été dit auparavant, notamment sur un certain nombre, si on prend le focus franco-français, on voit un certain nombre il y a une vraie satisfaction concernant la Coupe du Monde féminine à bien des égards, et effectivement il y a des choses importantes qui ont été faites. Ça a permis au moins quelques mois avant, quelques mois après et pendant la compétition de parler de l'histoire de la pratique féminine, chose qui n'était quasiment pas le cas auparavant. Et donc c'était aussi intéressant quand des personnes se disent fans de foot, d'apprendre que ça n'est pas uniquement du football pratiqué par les hommes, qu'il y a aussi une vraie histoire passionnante à connaître sur le sujet. Donc ça permet aussi ça c'est le côté un peu ludique, éducatif d'une part, et d'autre part, il faut aussi à mon sens être assez vigilant sur le fait de ne pas se satisfaire du chemin accompli, mais au contraire d'envisager quelles sont les prochaines perspectives qui peuvent être
enfin, qui peuvent s'ouvrir. J'ai cru voir passer que apparemment la Fédération française avait potentiellement candidaté pour l'accueil de l'Euro 2025. Oui, oui. Donc, ce qui pour le coup est plutôt une bonne chose puisque ça permet voilà, de continuer à travailler sur sa lancée, et surtout parce qu'on a vu des autres pays, notamment européens, prendre très au sérieux cette question-là, continuer à faire jouer ces équipes de première division au même titre que les équipes masculines, et avec des investissements forts qui ont été réalisés. Et là aussi, on se targuait un peu, notamment au regard de la réussite de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain sur la scène française et la scène européenne, de considérer que le modèle français était très performant. Évidemment, le panorama est beaucoup plus complexe que cela, et il est aussi important de voir ce que font les autres pays. L'Italie qui se mobilise beaucoup, l'Espagne qui se mobilise beaucoup, alors les pays nordiques et l'Allemagne qui ont été toujours très en pointe sur le sujet, et surtout l'Angleterre qui vraiment passe la surmultiplier depuis quelques années. Et donc, il est aussi important de rappeler ces éléments-là. Et à l'échelle internationale, et pour ne pas être trop longue, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur les différents continents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mobilisation sur différents sujets et par différents canaux. Au niveau, par exemple, j'ai en tête l'exemple latino-américain, où on sait que les fédérations nationales sont vraiment... Alors, comment utiliser en termes diplomatiques? Un peu... En retard. Oui, voilà. Voilà, merci, Chia. Diplomatique. Ouais, c'est ça. Un peu en retard ou un peu réticente à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et donc, c'est porté par des joueuses, des collectifs qui se disent, si personne ne le fait, on va le faire. Et c'est aussi ça. Et pour le coup, c'est exactement ce que vous montrez dans votre documentaire, Les Little Miss Soccer, avec ça avance pas, donc on va faire que ça avance. Je voulais ajouter juste un petit quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit, qui est vraiment intéressant, par rapport au retard. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, enfin, en tout cas, au niveau institutionnel, du fait que récemment, on avait eu une augmentation pour le foot en France du nombre de licenciés. Le problème, c'est qu'on est quand même vachement en retard par rapport à d'autres pays. On cite beaucoup l'Allemagne, l'Angleterre comme étant des exemples. Il y a quelque chose qui n'est pas trop dit par les institutions, mais qui est très important, c'est de rappeler qu'en fait, la pratique a aussi été mise en suspens pendant plusieurs décennies. Et moi, c'est un point sur lequel je me suis documentée dans le cadre de ce livre, et que j'ai découvert et que j'ai trouvé vraiment très important, parce que c'est vrai que ça permet de comprendre où on en est aujourd'hui, le fait qu'il y ait tellement de retard en termes de développement économique, de médiatisation, de sponsoring et de licence. C'est qu'aujourd'hui, voilà, finalement, la médiatisation du foot en France, voilà, elle est finalement malheureusement que récente. Et voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Je pense que les chercheurs ont travaillé sur ce sujet, que le grand public, en fait, ne sait peut-être pas assez, parce que c'est vrai que ça permettrait aussi d'expliquer certaines différences entre on va dire, le foot pratiqué par les hommes et le foot pratiqué par les femmes, parce qu'on parle beaucoup de salaire aussi, mais c'est finalement une résultante de décennies de manque de développement. Et voilà, donc je considérais que c'était aussi quelque chose d'important, et c'est aussi en connaissant le passé qu'on peut aller vers l'avenir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être voir les résultats du quiz pour voir où on en est, mais surtout, merci mesdames, parce que c'est vrai que le sujet est porté à plusieurs niveaux, et c'est important de donner la parole à... Alors, merci, bravo Maverick, pardon, qui a donc été le premier ou la première, je ne sais pas qui est Maverick, pour ce quiz, et merci beaucoup. Je propose qu'on continue justement et qu'on rentre dans le vif du sujet avec ce fameux tour du monde. Donc, allons-y. Petite vidéo, alors j'espère qu'elle passe bien pour lancer ce tour du monde, et puis après, on va choisir des pays où on va aller se balader, parce que je pense qu'il y a plein de pays où il y a des choses à raconter. Voilà, Sarah.
C'était le démarrage du Tour du Monde. Alors, où voulez-vous aller? Comme ça, on va choisir des pays sur lesquels on va pouvoir échanger. Donc, effectivement, Mélina et Candice vont pouvoir parler de leur vision foot et on va laisser Carole et Asia peut-être parler aussi d'autres sports. Allez-y, rentrez des noms de pays où vous voulez aller. Je t'ai proposé qu'on démarre avec le Japon, puisqu'on sort de Tokyo. Quelle est la parité finalement à Tokyo? Il y a le Pérou, on m'a demandé au Pérou aussi, donc après on ira au Pérou. Donc Tokyo, le Japon de manière générale, peut-être Asia, Carole, un avis sur la parité, la place de la femme sportive au Japon? Je crois qu'on était à 47-48%, il me semble. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait qu'on ait eu des équipes, enfin des épreuves mixtes, l'ajout d'épreuves mixtes, et je pense que ça va être un axe qui va être développé pour 2024, et c'est intéressant parce qu'on l'a vu pour le judo notamment. Alors je dis pas ça parce qu'on a gagné l'or, mais c'est vrai que ouais, c'était beau à voir en fait, de voir une équipe unie, et comme quoi en fait c'est possible en fait de mettre des femmes et des hommes. Alors ça se fait déjà dans certaines disciplines, dans certaines compétitions. Je pense notamment pas forcément que dans les JO, mais la Hopman Cup par exemple au tennis, qui fonctionne très bien, et on peut voir des belles choses. Mais voilà, c'est important de montrer surtout que ça marche, que c'est possible, que des femmes et des hommes peuvent concourir ensemble dans une même équipe, que femmes et hommes peuvent concourir les uns contre les autres aussi. Je pense notamment à l'équitation, si je ne dis pas de bêtises, tir à l'arc aussi, si je ne dis pas de bêtises non plus. Mais voilà, on avance petit à petit, et j'ai hâte de voir 2024 justement ce que ça va donner. Carole, un avis sur peut-être maintenant la pratique sportive des Japonais et des Japonaises? Peut-être quelque chose à dire? Alors, je suis absolument incompétente sur cette question-là, donc je ne vais pas. Pas du tout sur le Japon. Désolée. Non, mais pas de souci. Alors, Candice et puis Mélina, vous qui êtes allées justement au Japon voir les joueuses pratiquer le football, comment se vit le foot au Japon? Vas-y, Candice. Nous, on est allé voir comment on les appelle, ce dessin animé déjà, Olive et Tom, Capitaine. Tsubasa. Ouais. Voilà, Tsubasa. J'avais Capitaine Flamme, c'était pas du tout ça. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Mais bon, on peut en parler quand même si tu veux. Ça, je pense que tu seras plus. Il est au Népal, lui. Quel rapport? Non, mais c'était intéressant parce qu'on a rencontré c'était dans le sein c'était vraiment dans une école. On se rend compte que la pratique scolaire est très, très structurée, très organisée, avec un travail de rigueur plus forcément, des petits gabarits. Je parle du football parce que c'est ce qu'on a pu voir là-bas. Et on a aussi discuté avec les ex-internationales, celles qui ont été championnes du monde en 2011. Et qui nous raconte comment se joue le football au Japon. Et quand on regarde aussi un peu les matchs des Coupes du Monde, on se rend compte que pour nous, enfin pour moi, les Japonaises ont le plus beau jeu de toutes les équipes à l'international, parce que c'est du jeu très court, du mouvement, tactiquement, c'est très intelligent, c'est de l'observation constamment. Et on se rend compte vraiment que c'est le dévouement total pour son sport, son pays, ses coéquipières, sa patrie. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez exemplaire dans le modèle, assez collectif et assez. On peut un peu, parfois, j'imagine, la personne peut parfois un peu s'oublier, mais c'était aussi l'histoire de ce traumatisme du tsunami qui avait eu lieu avant la Coupe du Monde 2011 et qui avait aussi beaucoup marqué les joueuses. Et dans un souhait de patriotisme et de solidarité pour le peuple japonais, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel qui s'est passé. Et donc, dans le modèle, pour moi, c'est vraiment un pays et un jeu particulier et très collectif, et qui est modèle, je pense, pour tout, qui devrait être modèle même pour tous les autres pays.
et qui ressemble Merci. un petit peu à l'école de foot barcelonaise, à la Masia, c'est-à-dire qu'avec au même titre on a beaucoup parlé de la Masia quand on a vu Xavi, Iniesta, Messi jouer ensemble à Barcelone, mais c'est un peu la même idée, c'est-à-dire on évite le duel plutôt qu'on ne le gagne. Il y a vraiment un endroit de collectif et de jeu du coup très épuré en première touche, un jeu très instinctif et qui est valorisé en fait, et c'est ça la force du Japon, en tout cas pour faire naître des pépites internationales, qui est valorisé dès le plus jeune âge parce que la pratique se professionnalise déjà à l'école, au sein même de l'école. Et évidemment, quand on professionnalise l'école, on touche un vivier beaucoup plus gros que ça l'est sur la base du volontariat dans les clubs, par exemple, tel que c'est fait en France. Donc, l'élan est scolaire et ensuite, évidemment, il y a une capacité à comprendre que le ballon, il va plus vite que les jambes de chacune et chacun et qui est grand et la fédération va dans ce sens. C'est pas marquant chez les hommes. Pourquoi? Parce que la pratique est plus neuve, à contrario des autres pays, notamment des pays européens, mais quand même, parce qu'en 2002, il me semble que la France perd face au Japon en poule chez les hommes. Mais chez les filles, c'est vraiment flagrant que techniquement et tactiquement, c'est le modèle le plus performant. Et comme je disais par rapport à Olive et Tom, c'est aussi médiatisé. Il y avait, je crois qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui regardaient les finales. 10 millions. 10 millions. Donc, Non, 6. La finale de championnat scolaire était retransmise à hauteur avait 6 millions de téléspectateurs, réunissait 6 millions de Japonais pour un championnat scolaire qui concerne quand même des 17 ans, quoi, des U17 en France. Donc, ça en dit long. C'est un chiffre qui en dit long et qu'on explique pas mal, qu'on fouille dans l'épisode japonais de Little Miss Soccer. Top, c'est effectivement une belle histoire japonaise, le foot, et donc merci. Carole, peut-être choisir un pays et puis vous partager peut-être une anecdote ou ton analyse sur le pays, sur le positionnement de la femme dans ce pays, dans sa pratique sportive. Alors, je suis désolée, on va rester sur le continent asiatique pour plusieurs... et on va s'intéresser à la Chine. Moi, c'est un pays que j'ai pas mal étudié, notamment au regard des événements sportifs qui s'y sont déroulés, qui se sont déroulés, qui vont s'y dérouler, puisqu'ils accueillent les prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver à Pékin en 2022. Et à la fois au niveau des Jeux olympiques, mais également au niveau du football, il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits. Et là encore, sur le sport au féminin comme le sport au masculin. Sur un exemple très concret dans le domaine du foot, même je vous donnerai un exemple sur le rugby par exemple, dans le domaine du football, on a vu à partir de 2016 un vrai investissement considérable de la part de l'État chinois sur ce sport-là, puisque, je cite, Xi Jinping ne voulait plus que son pays soit un nain footballistique, alors qu'il y avait une vraie expression de la puissance d'un point de vue démographique, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique de la Chine. Il semblait à ses yeux intolérable que la Chine perde des matchs de qualification contre des pays qui font 100 fois moins en termes de PIB, en termes de population. Et donc, il y a une vraie logique qui a été mise en place avec un investissement en 3 temps, 2020, 2030, 2050, et avec une vraie montée en puissance de ce sport-là. Pas uniquement sur le volet masculin, mais aussi sur le volet féminin. Alors évidemment, on parle beaucoup du volet masculin, notamment avec l'accueil d'une potentielle Coupe du Monde masculine en 2030-2034. Mais en fait, ces investissements ont concerné vraiment l'ensemble des Chinois, avec notamment le développement d'académies, avec des sponsorings avec des clubs européens notamment. Et donc, il y avait une vraie montée en puissance du sport, du football en Chine. Et donc, il serait intéressant, c'est quelque chose qui a été lancé en 2016-2017. Là, 5 ans après, il est intéressant de voir où est-ce que ça en est. Et surtout, à la fin de ce premier
échelon, ce premier jalon qui a été posé en 2020 et le prochain en 2030. Et au niveau du rugby, parce qu'il faut quand même parler de rugby quand on parle de sport au féminin, il y a aussi un élément qui a été intéressant puisqu'il y a eu une vraie, notamment avec l'arrivée du rugby à 7 dans le programme olympique, il y a eu une vraie volonté de la part de la Chine d'investir ce sujet pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un moyen de gagner une médaille déjà olympique, et on sait à quel point le tableau des médailles compte dans la compétition entre les nations, dans le cadre de la Chine, mais pas uniquement pour tous les pays, c'est quelque chose qui est important d'un point de vue géopolitique. Et deuxième élément, c'était aussi une nouvelle discipline, ou plutôt pas si nouvelle que ça, mais au moins une discipline qui avait été popularisée de façon récente. Et donc il y avait une vraie opportunité de se positionner sur un championnat qui était peut-être moins disputé, moins figé que d'autres, où il aurait été trop compliqué de récupérer le retard accumulé au cours des décennies, des siècles de retard. Et donc on a vu beaucoup de clubs investir dans le rugby à 7 masculin et féminin. Et là encore, c'est quelque chose qui est relativement récent. Première apparition du rugby à 7 dans le programme olympique en 2016. Mais il sera intéressant de voir si c'est quelque chose qui va durer, si c'est quelque chose qui va se confirmer, et si surtout les résultats sont à la hauteur des espérances et des espoirs qui étaient placés en eux, en sachant que il y a aussi une vraie volonté de passer par l'accueil de grandes compétitions sportives féminines. Et on le sait que la Chine a accueilli plusieurs 2 Coupes du Monde féminines de foot. Et c'est aussi quelque chose sur lequel ils veulent s'inscrire à la fois en termes de performance, mais également en termes d'accueil pour que la Chine, mais plus largement les pays, soient au cœur de l'actualité pendant 15 jours, un mois ou un mois et demi. Merci. On va peut-être prendre les questions du public, le temps file. Donc, une question, et je pense que ça va vous amener à parler d'autres pays. Alors, les nouvelles technologies comme les réseaux sociaux favorisent-elles la médiatisation du sport au féminin? Si oui, avez-vous des exemples de comptes à partager? Voilà, donc un avis sur justement ces réseaux sociaux aujourd'hui sur... Ce que j'ai constaté, moi, dans le cadre de mes recherches et mon travail de journaliste, c'est que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus une prise en main de la part des sportifs des réseaux sociaux, justement, pour gérer leur propre communication. C'est vrai que du coup, le manque de médiatisation est un fait indéniable. Et donc, du coup, c'est un outil qui peut être très, très puissant pour le sport au féminin, enfin pour les sportifs, pour montrer qu'elles sont présentes. Soit en soutenant, enfin en montrant qu'elles sont sponsorisées, donc c'est un outil vraiment pour montrer effectivement qu'elles sont bien présentes quand elles participent à des compétitions aussi. Mais moi, il y a un point qui m'a beaucoup intéressée dans le cadre de mes recherches, c'est la question des sportifs qui donnent leur avis sur les questions de société. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi qu'elles prenaient de plus en plus la parole d'elles-mêmes sur les réseaux sociaux, sur certains sujets. On a des sportives, bon là pour le coup je vais parler de sportives françaises, mais bon c'est le cas, on a beaucoup d'exemples de sportives américaines, pour le coup elles sont vraiment exemplaires sur cette question, mais qui se sont exprimées sur la question des menstruations, sur la question de la maternité, sur la question de la façon dont elles étaient considérées. Moi, ce que j'ai constaté aussi pendant le confinement l'année dernière, c'est qu'on a eu des exemples comme une sportive comme la handballeuse française Estelle Ziminko qui s'était exprimée publiquement sur la question des menstruations en créant un post de blog qui avait fait beaucoup réagir. Elle a créé aussi sa boîte elle soutient en fait des entrepreneuses qui agissent sur des produits destinés aux femmes, qui proposent des produits destinés aux femmes, donc c'est un système de box féminine.
Il y a l'exemple de l'escrimeuse française Isaura Tibus aussi, qui a fait des interventions sur Instagram, des espèces de petites interviews de sportifs sur des sujets de société. La basketteuse Sandrine Gruda aussi, qui avait fait notamment une intervention sur la question de l'endométriose, parce que pour le coup, elle est atteinte d'endométriose. Donc voilà, et je trouve que c'est important en fait que les sportifs prennent la parole, qu'elles utilisent en fait, qu'elles ne subissent pas le manque de médiatisation, mais que du coup elles le retournent. C'est quelque chose que fait déjà une sportive par exemple comme Serena Williams aux États-Unis depuis longtemps. Et ben une sportive qui est très forte, c'est aussi sur cette question, c'est aussi Allyson Felix, donc la sportive américaine qui notamment, dont on a beaucoup parlé parce qu'elle a eu un conflit avec Nike pendant sa grossesse, notamment par rapport à son financement. Voilà, mais elles reprennent en fait le pouvoir d'une certaine manière et je trouve ça vraiment intéressant à suivre. Un autre avis, un autre partage justement sur ce point. Il y a un message dans le chat. Nous parlons de la médiatisation des sportifs sur le terrain sportif, mais la médiatisation des dirigeantes de structures sportives est aussi importante afin d'encourager les femmes à être décisionnaires au sein du monde sportif. Oui, il y a des programmes qui existent comme le programme Dirigeante, notamment, mené par le CNOSF qui justement valorise, essaie d'amener de plus en plus de femmes à diriger des institutions. Mais effectivement, en fait, le fait de médiatiser des portraits de femmes qui réussissent, je pense un exemple comme le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Sarah Oramune, parce que pour le coup, je pense que c'est un exemple parfait parce qu'elle a été vice-championne olympique, entrepreneuse, maman, et maintenant elle a des responsabilités au sein du comité olympique, donc français. Mais effectivement, en fait, montrer que des femmes peuvent diriger, un exemple comme Béatrice Barbus, qui est sociologue et qui est maîtresse de conférences et qui est vice-présidente aujourd'hui de la Fédération française de handball. Voilà, c'est important que le grand public s'identifie à des exemples-là, parce qu'il y en a bien d'autres, mais un autre exemple comme Pauline Gamère, notamment au Red Star et à la FFF, pour montrer que c'est possible et que on attend qu'elles, quoi. Et que surtout, il faut aussi les soutenir, les encourager pour que le nombre de femmes dans les fédérations augmente. En tout cas, dans les instances dirigeantes. Et le positionnement de la France là-dessus, on est bien placé en termes de femmes dans les instances dirigeantes ou finalement on est... Comment se passe Au niveau des fédérations, c'est pas terrible. Il me semble qu'on est à 2 ou 3, si je dis pas de bêtises. Olympique, il y avait Nathalie Péchala à la Fédération des glaces, plus hockey. Et à l'époque, on avait Isabelle Lamour qui était à la tête de la Fédération d'escrime, mais qui n'est plus présente. Alors là, on parle des fédérations olympiques. On parle des fédérations olympiques, donc c'est un peu plus large avec les non-olympiques aussi, affinitaires. Et au niveau des entraîneurs, je crois qu'on est autour de 10%. Donc il y a encore, en France en tout cas, donc on a encore du chemin à faire. Et dans le monde, comment on se situe? C'est mieux? Il y a plus de femmes finalement, on est dans les standards? J'ai pas les chiffres non plus. J'ai pas les chiffres. Je pense que ça dépend beaucoup des disciplines. Ça fait tache d'huile. Je pense qu'on est encore très loin et ça fait tache même plus qu'huile. Mais on est encore très loin, oui, d'avoir... j'ai l'impression que, voilà, on est autorisé à être actrice de notre sport, donc c'est-à-dire sportive, pratiquante, et que la prochaine étape est vraiment d'être autorisée à faire valoir une façon de voir le sport, de le faire pratiquer, de l'arbitrer, de l'envelopper, de l'organiser. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore à travailler aussi sur comment ce sport et cette pratique féminine est gouvernée. C'est ce qu'on fait avec l'Italie Soccer à travers un programme qui s'appelle eWins, qui est un programme européen lié à la gouvernance du sport féminin. Mais non, on est encore loin de la parité, s'il faut en arriver là, en tout cas de la représentativité suffisante par rapport aux compétences que les femmes ont. On est encore loin d'atteindre quelque chose de convenable. Merci. Peut-être la dernière question, parce qu'on a dépassé 14 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un pays en tête qui, pour vous, est en tout cas un exemple qui tire vers le haut, en final, cette parité ou cette
cette meilleure intégration des femmes dans le monde du sport avec une meilleure équité, par exemple, pour les salaires, un meilleur respect des spécificités féminines dans la pratique du sport. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a chacune, est-ce que vous avez un pays en tête qui est un peu celui où vous trouvez de bonnes idées ou vous pensez qu'il y a de bonnes idées à prendre? Je pense à la Nouvelle-Zélande. Mélina, je ne sais pas si tu es raccord avec ça, et je ne sais pas si vous autres, vous avez aussi des billes sur ce pays, mais c'est vrai que quand on a fait notre tour du monde, on s'est rendu compte que c'était pas un sujet. Alors après, effectivement, il faut tenir aussi compte de la culture et de l'histoire aussi, et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, l'histoire fait que tu as plus ou moins d'avance ou tu as plus ou moins de retard en fonction de ces sujets-là. Donc forcément, eux, c'est un pays plus neuf sur ces sujets, et ce qui fait que la question ne se pose même pas. On a une ministre qui est une première ministre qui dirige finalement le pays aussi, qui était enceinte au moment où elle avait elle a fait son mandat, et ça ne faisait, il n'y avait aucun sujet sur ça auprès de la population, alors que je pense que chez nous, il se passe ça déjà, bon, une première ministre femme. Déjà. Après qu'elle soit enceinte, alors là, ça risque d'être encore un deuxième sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est de l'extérieur qu'on voit ça comme une bizarrerie et qu'en fait, en interne, c'est normal. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'après, derrière, tout, j'allais dire, ça c'est sur le sujet politique, mais le sujet footballistique, quand on posait la question aux jeunes filles qui jouaient contre les garçons, dans un championnat contre les garçons, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sujet, en fait. Pour nous, ça l'est parce que c'est notre histoire. Donc, Et heureusement que ça l'est, parce que c'est l'endroit des principales discriminations aussi, hein, les terrains de sport. Donc, eux, ça n'a jamais été discriminé à la base. C'est pour ça que Candice parle de pays neuf en termes de pratique football. Je pense que si on avait touché à leur rugby et à la tradition du rugby, de l'Ovalie, ça aurait été un autre sujet. Enfin, quand je dis si on avait touché, je parle dans le on, je mets les femmes. Hein. Mais voilà, c'est comme aux États-Unis. Si on avait touché au football américain, est-ce que le soccer féminin serait devenu aussi fort? Donc, en réalité, il faut replacer, bien sûr, dans le contexte. Maintenant, je pense qu'il y a des pays, en tout cas en ce qui concerne le football, qui sont un petit peu avant-gardistes, si tant est que ça le soit, mais qui ont donné l'égalité salariale. Mais il y en a dans le monde, il y en a 4. L'Islande, les États-Unis récemment, la Norvège et la Nouvelle-Zélande. Donc, 4 pays dans le monde, voilà, au niveau pour les salaires, quoi. Mais ça me fait rejoindre, en fait, la question précédente, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les réseaux sociaux, en fait, la parole, elle n'est pas sportive, elle est politique. Via le sport, certes, le sport qu'elle pratique, mais je veux dire, les réseaux sociaux ne permettent pas de pointer 4 caméras 4K pour montrer un geste technique d'une footballeuse. Enfin, on n'est pas au même niveau. Mais par contre, elle permet à la footballeuse de revendiquer qu'à un moment donné, là, elle est bloquée dans sa pratique et ça serait bien d'aller là. Ou ça va permettre à Daï Gerber de dire je refuse de participer à la Coupe du Monde avec mon pays alors que je suis Ballon d'Or et alors que je suis la meilleure joueuse, tant que je n'aurai pas l'égalité salariale. Qu'est-ce qui se passe l'année suivante? Les Norvégiennes sont à égalité salariale avec les hommes. Donc, en fait, les réseaux sociaux, ils portent la parole politique et intime de fait, mais que les terrains et les médias qui viennent sur ces terrains ne portent pas. Donc, c'est un moyen annexe de revendication et de libération de la libération des frustrations et des violences aussi, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, pour moi, que sont sorties toutes les histoires liées aux violences subies dans leur jeune âge ou même plus tard dans la carrière sportive par les femmes, de par les éducateurs, etc. Et des personnes officielles qui, malheureusement, sont encore assez souvent dans les fédés, quoi. Assia, Carole, peut-être un pays à partager ou...
Je ne sais pas si on peut dire que c'est un exemple, parce que je pense effectivement que, comme le disait Candice, il faut toujours rappeler aussi le contexte historique. Et pour le coup, j'ai pensé aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est quand même particulier parce qu'on parle souvent d'eux comme modèle sur le sport, mais c'est un sport, voilà, le sport s'est développé aux États-Unis. Le sport au féminin, enfin, on parle majoritairement du foot. Pour le coup, aujourd'hui, on les prend comme exemple, mais il y a aussi un contexte. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même particulier au niveau de la mentalité. C'est qu'en France, on considère que le foot est un sport pratiqué d'abord par les hommes. Aux États-Unis, c'est un sport pratiqué par les femmes. Les garçons ont le football américain, voilà. Donc, il y a aussi, bon, il y a eu aussi la question historique, notamment des programmes éducatifs et notamment de cette loi Title IX qui a été instaurée en 1972, qui a permis d'intégrer une égalité dans les programmes éducatifs et qui a poussé au développement du sport universitaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a plus de femmes qui pratiquent, on a un peu plus d'égalité dans le sport dans ce pays. Mais je ne sais pas si c'est vraiment, si on peut vraiment le prendre comme exemple, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles peut-être que les sportifs continuent encore à se battre. Et un exemple, c'est pas parce qu'on a une Serena Williams que ça veut dire que toutes les sportives sont bien traitées, etc. Autant en France, c'est pas parce qu'on a des joueuses de l'Olympique Lyonnais qui ont des salaires qu'on considère comme salaires, voilà, des salaires autour quand on regarde en fait dans le détail, on voit qu'il y a quand même encore des disparités. On peut avoir des écarts de 10 fois moins, 10 fois plus sur certaines choses de l'Olympique Lyonnais pour le coup. Donc, pour parler de modèle, il faut toujours un peu rappeler que en fait, voilà, il faut nuancer. Ce que je trouve intéressant avec les États-Unis, c'est le fait que oui, il y a des sportifs qui ont montré la voie, notamment par rapport à la libération de la parole. On a eu sur les violences sexuelles l'exemple avec, malheureusement, c'est vrai que c'est une affaire qui est totalement sordide, mais l'affaire Nassar, donc ces violences sexuelles qui ont été subies par des gymnastes pendant des années par un médecin de l'équipe américaine de gymnastique. Et effectivement, en fait, le déferlement qu'on a eu dans les médias, je pense, a eu un retentissement mondial. Et je pense qu'on regarde beaucoup les États-Unis dans le monde sur ces questions-là, sur la place de la femme dans le sport. On a beaucoup parlé d'Allyson Felix, mais il faut toujours recontextualiser, parce que si on prend le sujet de violences sexuelles, il y a encore, en tout cas aux États-Unis, le problème de la neutralité. L'organisme Safe Sport, qui est censé contrôler justement la façon dont, enfin, contrôler les actes que peuvent faire certains entraîneurs, etc., et vérifier qu'il y a bien des sanctions. Il y a toujours des questions de manque de neutralité par rapport aux fédérations, et la question du budget. Donc, je pense que c'est intéressant de montrer effectivement comment les États-Unis font, mais voilà, pas non plus être dans une espèce d'adoration. Et sinon, c'est vrai on parle beaucoup aussi des pays. Tout à l'heure, on parlait des pays nordiques. C'est un peu la même chose, parce que voilà, on parle d'Ada Hegerberg, on dit que dans le foot, c'est les pays effectivement qui montrent l'exemple, c'est le cas. Mais un exemple comme Ada Hegerberg a montré que tout n'était pas rose non plus, et que c'est important toujours de recontextualiser et de s'intéresser aussi au fond des exemples qu'on nous donne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Carole a un petit pays qu'on n'a pas évoqué du tout pour compléter la discussion et la terminer, puisqu'on a dépassé de 15 minutes le créneau. Pas de pays en particulier à citer, et je rebondirai sur ce que disait Assia avec la nécessité d'avoir en tête tous les tenants et aboutissants, les contradictions qu'il peut y avoir au sein des mêmes pays. Et donc, on va trouver des bonnes pratiques dans différents pays. Je sais que ça me fait mal de dire ça, mais l'Angleterre peut, à certains égards, être vraiment novatrice sur certains sujets. Sur d'autres sujets, elle sera plutôt en retard. Mais là aussi, ce qui me semble intéressant, c'est de faire d'avoir un regard global pour voir ce qui est fait à droite, à gauche, comment est-ce qu'on peut s'en inspirer pour essayer de construire, consolider quelque chose de plus solide. Merci beaucoup, mesdames. Donc, vraiment, en conclusion,
de la part de l'Humilisation, on vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour ce thème, parce qu'effectivement, nous avons été labellisés Génération Égalité ONU Femmes dans le cadre du programme dont ce webinaire fait partie sur tout ce qui est sport au féminin. Il était intéressant parce que justement, Génération Égalité qui s'est déroulé à Paris, le forum à Paris cet été, mobilisait le monde entier et le thème du sport a bien été abordé aussi. Donc, effectivement, c'est bien un combat mondial et par vos explications, vos témoignages, vos retours d'expérience, on se rend compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et surtout, on doit apprendre à composer ensemble et d'où le message de Evelinas Cabrera aussi, de jouer sur cette sororité pour y aller et ne pas lâcher et continuer. Donc, merci Assia Hamdi avec un merveilleux livre qui est Joue-la comme Mégane. Pardon, Petit lapsus. Je l'ai souvent, ce lapsus. Le lapsus, c'est terrible. Ah, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Mégane Rapinoe aujourd'hui, mais je pense qu'elle est très connue. Après, on a effectivement côté Little Miss Soccer, vous avez 3 façons de regarder. Il y a le documentaire, l'intégrale, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le livre, que malheureusement, je n'ai pas. Je n'ai pas réussi à l'avoir, donc je sais que il est dans les tuyaux quelque part pour moi, donc j'espère que je l'aurai bientôt. Et vous avez aussi le documentaire, la série web qui est disponible sur YouTube pour regarder et puis aller chercher plus loin. Je sais que quelqu'un a posé une question sur le Pérou. La vidéo sur le Pérou est juste géniale. Voilà. Je vous encourage à voilà, top. Merci Carole. Tu me sauves la vie parce que je ne l'avais pas pour le montrer, donc ce n'était pas une mauvaise volonté de ma part. Tiens, Carole, je te rends ton cœur. Voilà, donc voilà, merci Carole aussi d'avoir présenté cette vision aussi géopolitique avec les travaux que tu mènes au quotidien au sein de l'IRIS et des merveilleux articles qu'on peut retrouver de toi et même d'Assia sur différents canaux sportifs. Je voulais juste dire un mot pour la fin et puis on va se dire au revoir. Il est l'heure, même si j'aurais bien voulu rester encore. Qui veut dire un mot de la fin, Carole? La sororité, c'est bien, hein, je pense. Moi, je valide liberté, égalité, sororité. C'est bien. J'allais dire égalité, donc c'est parfait. Voilà. J'hésitais entre liberté et égalité, donc c'est parfait. Merci d'avoir donné ce temps. Donc tout sera disponible en replay ce week-end ou en début de semaine pour tous ceux qui n'ont pas pu malheureusement assister au live. Et puis au plaisir de se voir dans la vraie vie, parce que là, on était encore sur un modèle virtuel par organisation pour tout le monde. Mais à très bientôt, mesdames. Merci pour votre énergie, merci pour vos travaux, et puis à très, très bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Rejoignez-nous en participant à nos événements. S'unir pour être l'Humidacieuse.